France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous et en direct en ce jeudi. Nous sommes ensemble jusqu'aux 18h évidemment. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, elle est très studieuse, sérieuse, un petit sourire au coin des lèvres qui en dit long parfois. Céline Bory, comment ça va ? Ça va, merci, bonjour à tous. Ravi de te retrouver ma chère Céline. Ravi d'être présente, d'être parmi vous. Voilà. Il prépare toujours ses émissions, il veut savoir les sujets avant tout le monde pour essayer d'être le meilleur. C'est la devise de Rudy Kazi. Comment ça va Rudy ? Ça va très bien Christophe. Nous serons alors un programme chargé dans cette émission puisque dans quelques minutes nous allons recevoir un grand chanteur qui s'est fait remarquer d'ailleurs. Tu me disais tout à l'heure Céline en antenne que tu l'avais déjà croisé dans le métro à l'époque. Oui, il était souvent sur Châtelet et alors à cause ou grâce à lui, j'arrivais très souvent en retard lorsque j'étais en école de journaliste parce que j'étais obligée de m'arrêter et de l'écouter. Fait une école de journaliste. Ouais, et donc je m'arrêtais et je l'écoutais en fait. D'accord. Je ne pouvais pas juste passer et poursuivre mon chemin. D'accord. Eh bien, il sera avec nous tout à l'heure et il nous fera d'ailleurs du live, Casey McQueen, dans le cadre des rendez-vous d'Anna. Et puis côté politique, on va être du côté de Paris aujourd'hui avec Vikash Dorasso. Décidons Paris, c'est le mouvement liste citoyenne qu'il conduit. Il sera tête de liste d'ailleurs dans le 18e arrondissement de Paris. France Insoumise. Soutenu par la France Insoumise, et ils ont comme projet de faire un binôme à la mairie de Paris avec Daniel Simonet. Voilà, on tâchera d'en savoir davantage. Et puis demain, d'ailleurs, je vous l'annonce d'ores et déjà, on sera avec Marcel Campion, un autre candidat. Libérons Paris cette fois-ci, avec Marcel Campion demain dans nos studios sur France Maghreb 2. Il n'a pas la langue dans sa poche, le roi des forains. Il sera avec nous demain. Pour l'heure, messieurs, dames, on s'intéresse à ce qui s'est passé hier en Allemagne. Alors les médias appellent ça une fusillade en Allemagne. Doit-on craindre un terrorisme d'extrême droite ? Et on entend parler de plus en plus. Alors l'auteur présumé retrouvé sans vie à son domicile à Hanau, confirmation donc de la police allemande après cette fusillade qui a fait 9 morts près de Francfort la nuit dernière. 2 bars à chicha ont été pris pour cible et une véritable chasse à l'homme qui s'est mise en place aujourd'hui. De nombreuses questions restent sans réponse, notamment sur le mobile de ces attaques. Une piste se dessine. Les autorités soupçonnent un crime raciste perpétré par un terroriste d'extrême droite. Il y a des précédents dans le pays. En juin, un membre du parti de Merkel connu pour ses positions pro-migrants était assassiné. Quelques mois plus tard, un négationniste tuait 2 personnes après avoir échoué à rentrer armé dans une synagogue. Et puis dernier événement en date, c'était la semaine dernière. 12 membres d'un crépuscule d'extrême droite arrêtés, soupçonnés d'avoir planifié des attaques contre des mosquées. Les victimes d'hier soir sont kurdes, ce qui donne du poids à cette hypothèse. Et les associations musulmanes disent déjà ne plus se sentir en sécurité en Allemagne. Et le porte-parole de la police reste prudent, a précisé que le mobile des attaques n'était pas encore connu. Ceci étant, vous avez remarqué peut-être Céline, Rudy, qu'on a du mal à employer un terme terroriste. Ça, on a beaucoup de mal. En France, oui. Dès lors qu'on ne peut pas l'associer au terme islam ou à islamisme, on parle d'attaque, on parle de déséquilibré, mais on parle difficilement d'attaque terroriste. Alors que dans les médias internationaux, allemands, il me semble que le mot attentat a été très très vite prononcé. Alors, c'est vrai que Rudy, on se pose souvent la question, attentat terroriste est souvent lié à une attaque commise par de ce que j'appelle moi des pseudo-musulmans, parce que quand ce sont des gens qui font ça au nom d'une religion, voilà, ça peut pas être en lien, mais bon, ceci étant, quand il y a des musulmans qui sont les auteurs de ces attaques, c'est tout de suite considéré comme une attaque, un attentat terroriste. Par contre, quand c'est des membres des crépuscules d'extrême droite, comme ce fut le cas à Bayonne, comme ce fut le cas contre Rachid Abou Daïfa, il y a eu d'autres exemples évidemment. Par l'extrême droite par exemple, là on parle pas d'attentat terroriste, on parle de fusillade ou on parle de déséquilibré. C'est beaucoup plus classé quoi. Ouais, non, c'est clair que il y a une difficulté en fait des médias, ne serait-ce que sur les vocables, à se positionner sur la bonne analyse en fait, la bonne appellation de ces fusillades qui sont en réalité des attaques terroristes, ne serait-ce que sur la signification même du mot, parce que le terrorisme en fait c'est tout acte qui a capacité en fait à
terroriser en fait la population. Donc dès lors qu'il y a des personnes qui sont prises pour cible, et en plus avec un mobile tel que semble se dessiner dans l'affaire effectivement de cette attaque terroriste comment s'appelle déjà la ville Hanau. Donc effectivement dans la banlieue de Francfort, effectivement on peut qualifier ça d'attaque terroriste, hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que les médias ont du mal à se positionner parce que malheureusement il y a un effet en fait d'entraînement autour en fait des termes que les médias utilisent, et il y a plein de termes comme ça qui sont inventés et qui sont repris par différents médias qui font qu'il y a un entraînement. Alors, il y a déjà ce côté-là. Après, derrière, est-ce qu'il n'y a pas une logique, effectivement, à amoindrir un peu certaines attaques, parce que c'est peut-être plus vendeur de parler d'attaques terroristes, de terroristes islamistes ou de séparatisme. Passez-moi je rebondis un petit peu sur l'actualité par rapport à Emmanuel Macron, de séparatisme islamiste. Effectivement, c'est des vocables qui sont repris aisément par les médias parce que ça, en fait, si vous voulez, ça appelle, en fait, ça correspond à une offre médiatique qui les assure en fait d'avoir une certaine audience. Voilà. Maintenant, par rapport effectivement à ce qui s'est passé en Allemagne, je pense qu'il faut revenir aussi sur un contexte national en Allemagne. Il faut savoir qu'il y a une extrême droite qui pousse depuis plusieurs années. Effectivement, tu as repris l'exemple donc de ce politique du parti d'Angela Merkel qui s'est fait assassiner en juin 2019. Effectivement, il y a eu d'autres affaires de ce même type. Mais c'est vrai que pas plus tard que la semaine dernière, il y a quand même un crépuscule de 12 personnes arrêtées qui projetaient visiblement des attaques sanglantes contre des mosquées. C'est vrai que ça fait plusieurs années, qui sont en fait de l'extrême droite. En fait, si tu veux, il y a une résurgence en fait de l'idéalisme et de la foi nazie entre guillemets, donc de la fierté nazie qui gagne en fait l'extrême droite depuis l'Allemagne depuis plusieurs années. C'est comme si en fait, si tu veux, ces nouveaux groupes en fait qui sont là en fait, qui poussent en fait refusent en fait la repentance que l'Allemagne a développée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en fait. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Et ils sont en train de pousser aussi d'un point de vue politique, parce que tu as un parti d'extrême droite qui a été créé il y a 7 ans aujourd'hui, qui s'appelle l'AFP, et qui en réalité est en train de prendre des places dominantes dans le pays, c'est-à-dire au Bundestag. Ils sont en fait le parti en fait de l'opposition majeure en fait au Parlement allemand. C'est dire en fait la poussée qu'ils ont. Et ils sont aujourd'hui par exemple en position dominante dans un État, parce que l'Allemagne est un État fédéral, dans un État qui s'appelle Thuringe, et c'est vraiment là-bas où il y a le plus grand nombre en fait de ces partisans d'extrême droite. Et jusqu'à il y a pas longtemps, ils ont failli gagner une élection parce qu'il y a un des politiques qui a gagné en fait les élections dans cet État avec des voix coalisées du parti de Merkel, qui est un parti conservateur mais qui a toujours refusé des alliances avec l'extrême droite, et aussi avec ses alliances. Et il a été débouté de son poste parce que Merkel a dit stop, niet, il conserve pas son poste, et il est sorti. Mais c'est dire en fait le poids de l'extrême droite politique dans ce pays. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des attaques de ce type dans le pays. Moi je pense que effectivement, je rejoins ce que dit Rudy, mais il faut aussi remettre ça dans le contexte européen. L'extrême droite a fait une poussée ces dernières années en Europe. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Autriche, on l'a vu en Italie. Même si en Autriche, ils ont eu des soucis récemment par rapport à des scandales qui sont sortis, mais bon. Tout à fait. Malgré tout, il y a eu une. Il reste très populaire dans les. Une poussée de l'extrême droite et un espèce de populisme européen qui est arrivé par l'Est, mais qui a aussi touché l'Italie. Et la question qu'on se pose aujourd'hui dans la question dans le Grand Forum, c'était de savoir s'il y avait une menace d'un terrorisme d'extrême droite en France. Tout ce qui s'est passé là en Allemagne, c'était prévisible. Le mode opératoire n'est pas nouveau. Une attaque ciblée, là en l'occurrence, aurait pu être des mosquées, c'était dans une chicha, en se disant qu'il y aurait forcément des personnes à l'intérieur d'origine ou en tout cas de confession musulmane présumée. Et le mode opératoire, laisser un manifeste, on l'a vu aussi dans les attaques de Christchurch, etc. C'est quelque chose qui commence à devenir récurrent. Les attaques en France, on en a déjà eu. Malheureusement, j'ai peur, ça me fait pas plaisir de le dire, mais il faut en attendre d'autres. Il y a vraiment une extrême droite qui est en train de s'organiser à travers l'Europe. Et à travers le monde, on se rappelle quand même la Nouvelle-Zélande. Et à travers le monde, oui, pardon. Et à travers 50 morts.
Et à travers le monde, il faut savoir que l'auteur de l'attentat d'hier, donc qui s'est suicidé entre-temps, a appelé dans un des manifestes, alors je ne sais pas exactement si c'est sur un post sur les réseaux sociaux ou en tout cas dans ce manifeste, mais il a appelé à exterminer les populations d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Amérique du Sud. Alors c'est dans une vidéo et également dans une lettre qui a été retrouvée à son domicile. Donc on est vraiment sur un suprémacisme blanc pur et dur. Et malheureusement, c'est des idées qui à mon sens, ne sont pas... Mais oui, c'est pas un loup solitaire pour moi, c'est quelque chose de construit. Ça arrive avec effectivement cette vague en fait du populisme. En fait, le populisme aujourd'hui, c'est quoi? C'est une résurgence effectivement d'une certaine idée en fait de l'Europe dominante, l'Europe des colonies, etc. Avec effectivement une idée effectivement de suprémacisme blanc européen, caucasien qui existe, et aussi un retour aussi, on va dire aux sources culturelles voire religieuses aussi de l'Europe, à savoir donc judéo-chrétienne, etc. Ce qui n'est pas forcément de ce point de vue-là une mauvaise chose, mais en réalité c'est toujours culturel. Ça veut dire en fait que ceux qui ne sont pas de cette religion, il faut les exclure, alors que effectivement ce n'est pas du tout ce que prônent en principe ces religions-là. Et donc c'est problématique parce que ce populisme, et moi là je vois en fait, si tu veux, l'hypocrisie des politiques, parce que ce populisme en fait est pointé du doigt. On pointe le populisme et à côté une forme d'obscurantisme. Là je reprends un peu les termes d'Emmanuel Macron, qui lui en fait se réclame en fait donc du progressisme et donc en réalité de la vraie vision politique. Mais ce populisme en fait existe à quel moment? Il existe en réalité quand il y a des crises, des crises économiques. Voilà, on l'a vu par exemple lors du choc pétrolier. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Il y a eu un retournement contre les immigrés qui venaient travailler en France et reconstruire ce pays. Il y a eu un retournement contre eux, au point même que sous Pompidou, on a mis des primes de 1000 francs pour pousser en fait les gens immigrés à retourner dans leur pays. Donc en fait, quand il y a des problèmes économiques, tout de suite la première personne qu'on désigne, c'est les personnes d'origine étrangère. Alors qu'en réalité, c'était ça à l'époque. Alors qu'en réalité, c'est une hypocrisie. Pourquoi? Parce que et après on peut entre guillemets comprendre en fait les populations locales qui vivent en fait les malheurs en fait de la mondialisation, parce qu'en réalité ce sont un prolétariat qui vivent en fait les conséquences des mauvais choix politiques de leurs élus, et les élus en fait par pur clientélisme, par pur opportunisme électoraliste, au lieu de reconnaître leurs propres fautes dans leur mauvais développement de leur pensée, de leur idée économique, vont désigner en réalité ils vont désigner en fait les populations immigrées. Donc en réalité, ce qu'on doit questionner au travers de ces attentats, effectivement, faut se poser la question de cette résurgence. Bon, en Allemagne, c'est encore plus récent puisqu'il y a un passé naziste fort là-bas. Mais ce qu'on doit questionner, c'est pas uniquement les attaques racistes, c'est aussi le contexte politique qui favorise la résurgence de ces attaques, et pointer du doigt les politiques qui dénoncent ces attaques, qui sont eux aussi coupables de la résurgence de ce populisme et de cet obscurantisme anti-étranger. Dans l'hypocrisie du discours de Macron d'hier, où il parlait du séparatisme. Exactement. Islamisme. Donc, ce qui consiste à montrer du doigt et à stigmatiser. Il est pas quoi, Macron? Il est pas désigné directement, mais il fait partie de cette classe politique qui a commis des erreurs sur le plan économique et qui suscite effectivement la résurgence de ce populisme avec un racisme derrière. Alors que les populations que l'on voit comme étant racistes, c'est un problème bien entendu d'être raciste, mais il y a une question économique qui effectivement est de la responsabilité des politiques aussi. En fait, l'hypocrisie, aujourd'hui on a Macron qui déplore ce qu'il a qualifié a priori d'attaque terrorisme en Allemagne, le drame de cette nuit, sauf qu'hier il nous tient un propos. Et pas seulement hier, on a vu Castaner, on a vu avec la préfecture de Paris, on a des propos qui stigmatisent toute une partie de la population française. En l'occurrence, la population, la communauté dite ou considérée comme musulmane. Derrière ce racisme, cette islamophobie, en fait, c'est un racisme anti-maghrébin. On l'a déjà dit, parce qu'on va pas critiquer les Qataris, ça ne pointe pas du doigt les Saoudiens. C'est vraiment un racisme anti-arabe, anti-maghrébin, issu des colonies. Donc derrière toute cette hypocrisie qui consiste par rapport au financement du paiement des imams, peut-être que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont un petit peu pointés, parce que beaucoup de financement et il y a aussi cette pseudo-liberté d'expression qu'on nous porte géométrie variable. Non, mais depuis des semaines. Donc au nom de la liberté d'expression, on peut taper sur les musulmans, on peut taper sur l'islam, on peut tout dire, mais après on vient s'étonner du fait qu'il y ait des gens
qui commettent des attaques, qui commettent des attentats contre des musulmans supposés. Mais on légitime en fait cette violence quand on a des Agnès Serigeli, c'est ça le nom, hein, à Saint-Germain-en-Laye, qui est quand même une représentante de LREM, même si elle est condamnée pour des propos homophobes. Mais pas pour des propos islamophobes. Ça veut dire qu'on peut tout dire sur les musulmans de France. On peut Elle s'offusquait de la présence de voir des maghrébines voilà, donc on peut élus maires de Paris et Marseille. Vous imaginez si on aurait tenu des propos pareils sur des élus ou des candidats de confession autre, de confession juive, où ça aurait été taxé d'antisémitisme. Il y aurait eu des plaintes, et à juste titre. Et à juste titre. Sauf que quand c'est une critique de l'islam, on peut tout dire, on peut insulter les gens. Liberté d'expression. Et après, quand on a des attaques et des attentats comme on peut le déplorer en Allemagne, mais comme on l'a pu le voir à Bayonne, ou comme on a pu le voir avec l'imam de Brest, on est choqué, on joue les effarouchés, on comprend pas, non, mais c'est une hypocrisie totale en fait. Doit-on craindre justement la multiplication d'actes terroristes de l'extrême droite ? On parle de l'Allemagne parce que c'est l'actualité, mais on peut aussi parler de la France, de l'Europe et du monde. Doit-on s'en inquiéter de cette extrême droite et de son terrorisme ? Vous nous appelez pour nous le dire, 01 40 33 9000. Vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2, et vous êtes 94% à dire oui. On le craint, ce terrorisme d'extrême droite. Est-ce que tu le crains, toi, Rudy, ce terrorisme d'extrême droite ? Écoute, moi, tu vois, c'est vrai que j'ai une analyse effectivement très en retrait, très en recul par rapport à tout ça, parce que pour moi, en fait, lorsque l'extrême droite se lève effectivement contre des personnes qu'elle juge effectivement être ses ennemis. Pour moi, en réalité, on est vraiment dans le niveau zéro. Bon, déjà donc dans le niveau zéro de la politique, mais on est vraiment en fait dans les bases besognes. Pour moi, le problème, c'est un problème effectivement parce que ça tue et ça agresse des personnes. Mais pour moi, le problème, il est vraiment en amont, quant en fait aux responsabilités des politiques qui s'amusent effectivement à souffler sur le chaud et le froid, à souffler sur les braises, comme tu dis. Et puis après, lorsqu'il y a des conséquences telles que des attaques terroristes, là en fait, on s'invite plus sur la responsabilité qu'on a eue, soit en fait à ne pas avoir préservé, à sanctuariser en fait une parole publique qui devrait effectivement s'adresser à chacun avec le même respect et en ne s'interrogeant pas en réalité sur leurs propres erreurs et les conséquences de leurs erreurs ou même de leurs fautes en matière de rechargé les munitions économique. Toi, hein, mon Rudy. Voilà. T'as rechargé, hein. T'es à bloc là. On est chaud bouillant là. Ah ouais, non mais là, on accueille Catherine qui nous appelle de Saint-Jean-de-Bray. On est dans le Loiret. Oula, c'est quoi ce bruit ça ? Attendez, j'ai un problème là. Hop, Catherine. Oui. Bonjour Catherine. Bonjour monsieur. Bienvenue sur France Maghreb 2. Oui. Oui, voilà, on est sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum, ma chère Catherine. Oui, je fais pas de politique. Ah bon ? Il faut qu'il y ait de la politique parce que s'il n'y avait pas de politique, il y aurait n'importe quoi encore plus. Bon, alors. On pourrait bien être obligé d'écouter un petit peu. Alors le terrorisme d'extrême droite, ça vous parle, Catherine ? L'extrême droite ou l'extrême gauche, tout ce qui est extrême, c'est violence. Oui, d'accord, mais bon, là on parle de l'extrême droite en particulier, suite à ce qui s'est passé en Allemagne, suite à ce qu'il y a eu des exemples un peu plus prononcés que l'extrême gauche. Il y a des Kurdes qui sont morts aussi, il y a des Kurdes qui ont été tués. Oui. Ouais. Et alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Est-ce que vous la craignez, vous, ce terrorisme d'extrême droite ? Pas vraiment. A priori. De toute façon, de l'extrême et tout ça, il y en a en France aussi, il y en a partout. Hein. Oui, mais ça, oui, on l'a rappelé. Il y en a partout, il y a des nids partout. Hein. Oui. Bon, merci Catherine. Oui. À très vite. Oui, au revoir monsieur. Au revoir madame. Bon. Oui, Catherine de Saint-Jean-de-Bray. Merci Catherine. Merci beaucoup Catherine. Sinon la prochaine fois il y a les grandes gueules, ils vous accueilleront avec plaisir. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Non, je plaisante, ça va. Ouais, on va rigoler quand même, hein. Ça va. T'es pas loin, Christophe. Comment ? T'es pas loin, Christophe. Quoi, je suis pas loin. De Saint-Jean-de-Bray, c'est le 45. Oui, c'est le 45. Moi, je suis né à Montargis. Tu connais Quentin ? Voilà. Non, parce que j'anticipe. On me l'a fait tellement de fois cette plaque, hein, sortie de son contexte. Gérard Depardieu, grand film d'ailleurs. Quentin de Montargis. Oui. Vous l'avez pas vu ? Si. Non, pas vrai. Rudy. 01 40 33 9000. On parle donc de ce terrorisme d'extrême droite. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, moi, c'est le vocabulaire des médias. Hein. On le voit lorsqu'il s'agit de condamner une attaque commise par l'extrême droite.
hein, revendiqué et tout ça. Là, on parle de fusillade, de déséquilibré. On n'emploie pas, ou on a du mal à mettre sur le même plan un attentat commis par un blanc, on va faire simple, hein, que un attentat qui va être commis par des personnes dites ou de confession musulmane ou supposée en tout cas. Là, c'est de toute façon, de facto, avant même d'ailleurs que l'enquête commence, hein, avant même qu'une enquête commence, c'est un attentat terroriste. La personne a une origine maghrébine ou c'est là que ça pose problème comme musulman supposé, on va tout de suite qualifier ça d'acte terroriste. Oui, alors on va aller voir du côté du Standard parce que évidemment vous avez la parole dans cette émission plus que jamais. 01 40 33 9000, qui est avec nous? Kamel de Montreuil. Bonjour Kamel. Comment vas-tu Christophe? Bonjour à tes invités. Il va bien, et mes invités vont bien. Voilà. Merci de demander. Impeccable. Vive le Grand Forum, longue vie au Grand Forum. Merci mon Kamel. Il y a sa liberté d'expression. Oui, exact. Alors, moi je vais pas monopoliser la parole, je vais être un peu hors sujet. C'était pour rebondir sur l'écrivaine entre guillemets qui a écrit son livre sur Alger. Je l'ai acheté, je l'ai feuilleté et je trouve ça pas terrible, hein. Déjà qu'elle prenne un pseudo en auteur, qu'elle prenne un pseudo, je trouve ça ridicule. Et secondo, tu fais référence à notre invité de lundi. Nationaux, elle se met à notre place. Je lui conseillerais d'aller à Mykonos ou à Ibiza, parce que en Algérie, si on n'a plus de valeurs, on n'a plus de principes, en Algérie, ça s'appellera plus l'Algérie. Bon, merci mon Kamel, t'as réagi par rapport à notre invité de lundi qui a suscité beaucoup de réactions évidemment. Merci beaucoup Kamel. Au revoir. À très vite, salut. Bon, en tout cas vous continuez de voter sur cette question importante, sur la crainte éventuelle que vous auriez sur la multiplication, on peut le dire, d'actes terroristes commis par l'extrême droite, ou au nom de cette idée de l'extrême droite. 01 40 33 9000, un petit dernier appel vite fait avant que Casey McQueen entre en scène. Bonjour. Oui, bonjour Christophe, c'est Terence. Salut Terence, on est en Allemagne Terence. Voilà, ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. On est à quel endroit de l'Allemagne avec toi? Alors là, je suis pas loin de Francfort parce que là, je vais prendre l'autoroute vers le ski. Oui. Alors, c'est Hanau, c'est 14 km de Francfort. D'accord. 14 km de Francfort, Hanau. Oui, et 25 km de l'aéroport. D'accord. Alors, quelles sont les informations que tu as aujourd'hui, Terence, en Allemagne? Comment réagit un petit peu le grand public? Comment ça se passe dans les médias aujourd'hui? Dans les médias, chacun il dit autre chose, mais ce que le problème est un panique ici. Tous les musulmans, ils ont pris la décision de ne pas y aller faire la prière demain parce que ils ont peur, hein. Et surtout, les autorités, ils disent pas la vérité, voilà, parce que ce monsieur, il est déjà connu par les autorités. Tobias Ralian, et il a déjà écrit une lettre au procureur général fédéral Peter Frank le 6 novembre et déposé une plainte pénale contre une organisation inconnue des services secrets. Il a demandé à l'autorité parce qu'ils ont approché de lui et communiqué avec lui, mais ils ont ignoré. Vous avez compris? Oui, on a compris, oui. Et surtout, maintenant, il s'est décrit comme un citoyen normal. Il a dit, je ne suis pas un agent au renseignement et je n'ai jamais travaillé avec une organisation de renseignement. Mais lui, il jouait très probablement avec une organisation qui est actuellement la plus puissante du monde. Est-ce qu'on parle d'attentats terroristes en Allemagne, Terence? Non, il ne parle pas de ça. Ah oui. C'est ça le problème. Il parle de fusillade, mais normalement, c'est terroriste parce que dans 2-3 jours, on va avoir la vérité, quoi. Et il y a vraiment un sentiment de peur de la part de la communauté musulmane en Allemagne actuellement. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, Terence? Oui, c'est ça. C'est que le problème, je me suis renseigné tout à l'heure parce que j'ai un ami qui va faire la prière. Et il m'a dit que demain, ils vont pas y aller parce que c'est des choses c'est sérieux, quoi. Oui, c'est la peur, évidemment. Voilà. Bon, merci Terence en tout cas, et bon séjour au ski. Alors, tu vas skier où là? Tu vas skier où? Je vais aller en Autriche. Ah oui, d'accord. Pour le week-end. Bon, bon week-end alors en Autriche. Merci Christophe. Au moins là-bas, t'es sûr d'avoir de la neige normalement. Bon, oui, Céline. Il y a juste une chose que je voudrais faire remarquer quand il y a eu les attentats. Il y a les lieux de culte. Les synagogues, en l'occurrence, ont été protégées par les services de l'État, donc avec l'argent du contribuable et à juste titre. En toute normalité. Et en toute normalité. Aujourd'hui, est-ce qu'on se pose la question de protéger les mosquées
De renforcer la sécurité devant les mosquées. Voilà. Oui. Bah, je ne sais pas. Monsieur Castaner, il faut nous répondre. Voilà. Moi, j'aimerais dire aussi un dernier truc sur le sujet. Oui. C'est en fait, finalement, quand on s'interroge sur l'augmentation des attaques terroristes, que ce soit celles que l'on qualifie de terrorisme, islamisme, vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait des vocables au plus proche de la réalité pour pas qu'on se perde dans toutes sortes d'amalgames. Mais bon, pour reprendre ces vocables-là, voilà. Et puis en plus, de plus en plus maintenant, ces terrorismes d'extrême droite qui dans la pensée de ces gens vient pour répondre effectivement au terrorisme qui a ébranlé effectivement l'Europe et comme aussi pour militer pour la résurgence d'une nouvelle Europe, hein, un petit peu comme dans le projet nazi de l'époque. Tout ça doit nous interroger sur l'évolution de la société parce que ce soit au niveau de ces violences qui tuent des hommes et des femmes, à combien à combien plus forte raison nos sociétés elles-mêmes en fait finalement s'opposent de plus en plus. À chaque fois il y a une nouvelle polémique qui sort, que ce soit par rapport à l'affaire Mila ou bien à d'autres sujets, à d'autres endroits. On voit vraiment que nos sociétés en fait se clivent de plus en plus. La liberté d'expression que l'on prône, en réalité elle prive de plus en plus d'autres personnes qui seraient libres de pouvoir s'exprimer. En fait, au travers de tout ça, on se pose une question, c'est où va le monde, où vont nos sociétés? Où va le monde? Voilà, la question posée par Rudy Kazi. Dans un instant, on change un peu de registre, un peu de légèreté, avec une belle voix d'un artiste que beaucoup ont découvert dans le métro au début et qui aujourd'hui essaye de faire carrière. La petite histoire elle est sympatoche parce que c'est un homme qui l'a repéré et qui a vendu son resto pour produire cet artiste. Il en est tombé clairement amoureux. Et Casey McQueen sera avec nous dans un instant, accompagné de Anna Guézard-Bocaz, et on se retrouve évidemment tout à l'heure pour le côté politique. On reçoit aujourd'hui la liste Décidons Paris avec la tête de liste du 18e arrondissement, Vikash Dorasso, l'ancien grand professionnel de foot, et aujourd'hui en politique. Vous êtes bien à l'écoute de France Maghreb 2 et du Grand Forum. Forum vous présente les rendez-vous d'Anna. Les rendez-vous d'Anna avec Anna Guézard-Bocaz. Bonjour Anna. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Comment ça va ma chère Anna? Je vais très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, tu as un invité un peu particulier. Un chanteur doté d'une voix extraordinaire. Vous l'avez peut-être croisé dans les rues de Paris, dans des stations de métro. Ah oui. Car c'est là où il a commencé. Et un jour, un passant le filme à son insu pendant qu'il chantait et poste cette vidéo sur Internet. Une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues et qui l'a mis sous les lumières. Mon invité aujourd'hui s'appelle Casey McQueen. Bonjour Casey. Bonjour Anna. Merci d'avoir Casey, bienvenue sur France. Merci Christophe. Merci de l'accueil. Casey, Casey, est-ce que c'est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom, c'est ce que ma mère m'a donné sur la carte d'identité quand je suis né. Alors Casey, tu as grandi en Martinique, puis aux États-Unis. À 17 ans, tu es venu en France et en 2010, tu parviens à vivre de ta passion, te produisant dans les rues de Paris. Oui, c'est ça. Donc en 2017, j'ai trouvé ce concept, ce déclic de me produire dans la rue en achetant du matériel. Et lors d'un passage sur Paris, Driss y passait dans le coin, qui est toulousain, marocain. Et il a eu un coup de cœur pour mon talent. Il m'a invité à Toulouse et le feeling est passé. Il a vendu son resto pour se mettre à fond avec moi sur le projet de l'album depuis 1 an et demi. Driss, son producteur, a vendu son restaurant. Il a eu un coup de cœur. Il passait dans une station de métro, il a eu un coup de cœur, il a vendu son restaurant pour te produire. Je ne chante pas que dans les métros, hein. Oui, absolument. J'ai eu traîné mon haut-parleur en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, voilà. Il passait, justement, je chantais dans un endroit chic, je pense que c'est derrière Châtelet, dans les jardins, mais je fais pas que les métros. Oui, donc, mais ça t'a jamais gêné de faire les métros? Ça m'a jamais gêné. Tu continues à en faire maintenant que tu fais beaucoup de clips et que tu es invité partout. Ça ne t'empêche pas de continuer à chanter dans les métros et dans les rues de Paris et nous faire plaisir. C'est ça. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait le métro. Pour le plaisir de le faire, et les membres de la sûreté, service de la RATP, m'ont sollicité en me disant qu'avec ce qui se passe en ce moment, vous nous donnez un sourire sur le visage, vous nous donnez que du bonheur. Donc ils m'ont remercié
Ils ont même fait un selfie avec moi en me disant de revenir. Pourtant, ça n'a pas été le cas de la police parce que récemment, tu as poussé un coup de gueule. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je suis sûre que tu vas nous dire tout. J'aime pas trop rentrer dans enfin, ce n'est pas le vif du sujet actuellement, puisque en fait, je veux dire, le but, après, je vais en parler, mais je veux dire, le but, c'est de parler de l'album. En fait, j'ai envie d'oublier justement le côté conflit, le côté voilà, c'est du passé. Après, bon, je vais en parler. En fait, c'est quand je chante dans les rues de Toulouse. Alors, ça fait 5 mois que je suis dans la région toulousaine et que je joue au chat et à la souris avec la municipale. Et à chaque fois qu'ils viennent me voir, ils me disent qu'il y a un arrêté municipal qui dit que tout ce qui interdit tout ce qui est amplificateur. Donc, ils me disent de chanter sans le micro et de baisser très bas le son, sauf que je suis un vrai chanteur, un vrai artiste. Et voilà, chanter sans micro, c'est plus casser la voix, c'est plus me casser la voix qu'autre chose, quoi. Il est hors de question que je me casse la voix en chantant sans micro. Alors, Casey, tu es un artiste non-voyant pour la première fois. Tu enlèves tes lunettes dans le clip Wonderful World, qui est ton dernier clip. Il est magnifique au passage. Mais quel message voulais-tu faire passer à travers ce geste? Est-ce que tu voulais dire que tu t'assumais Le message que je voulais faire passer, comme vous voyez dans ce clip, j'ai un casque virtuel, donc qui me permet de voir la laideur de ce monde, la moitié du clip, oui, au tout début. Et l'autre moitié qui amène un message positif pour laisser un monde meilleur à nos enfants. Voilà. Ouais, ce clip contient énormément de messages, hein, des messages politiques, on voit des personnes, des personnalités politiques, des personnes lambda portant des masques, des bombes, etc. Mais quel message exactement tu voulais faire passer? Est-ce que tu dis que c'est à cause de tout ça, ce sont les politiciens? Oui, il y a aussi un petit côté humour. Il y a des bombes, oui, pour montrer ce qui va pas et ce qui va. Donc le message que je voulais faire passer, c'est montrer aux gens la différence entre oui, montrer aux gens comment c'est, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que moi je vois via casque virtuel. Oui. Donc quand je mets ce casque virtuel, qu'est-ce que je vois et comment le monde doit être. Donc message positif. Donc puisque on divise le peuple, alors que mon but c'est de rassembler le peuple, quoi, qu'on soit unis. Voilà, donc à la fin du clip, on se prend dans les bras, juifs, musulmans et chrétiens se prennent dans les bras, se mettent ensemble. Ouais, bravo. Voilà. Et peu importe la religion, l'ethnie, ouais, la race, quoi. Alors, Casey, tu dis que tu étais naïf avant, mais Paris t'a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle a changé en toi, Paris? Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette ville? Paris m'a fait devenir un homme parce qu'il y a le bon et le mauvais. Paris, il y a plusieurs directions. Donc, soit tu prends le côté obscur, soit tu prends ou soit tu choisis le bon chemin. Voilà, il y a plusieurs choses. Est-ce que tu t'estimes chanceux, Casey? Je m'estime chanceux, oui, parce que j'ai rencontré Driss. Ouais. Et c'est plus qu'une chance parce que je pense qu'il y a des millions de personnes qui aimeraient être à ma place. C'est magnifique. Mais c'est magnifique de rencontrer une personne qui croit en nous, qui mise tout sur nous, qui prend des risques comme ça pour nous soutenir. C'est beau. Voilà, Christophe. On peut peut-être écouter Casey chanter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Que ça. Dis-moi, Casey. Oui. Il y a un concert de prévu. Est-ce qu'on pourra te voir sur scène? Oui. Avec des vrais musiciens? Oui, oui. Oui, c'est prévu pour quand? Parce qu'il faut que tu nous dises, là, on prend rendez-vous direct. À une date ultérieure. À partir du printemps. Du printemps, d'accord. On ne manquera pas évidemment de tenir informés nos auditrices et auditeurs qui, j'en suis sûr, seront les premiers à venir t'applaudir. Parce que sur scène, ça doit être quelque chose. Cette voix magnifique, en tout cas, aujourd'hui. Merci Anna pour nous avoir fait découvrir ce grand artiste. Avec plaisir. Que pas mal de gens connaissent finalement. Hein. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire juste pour terminer.
Dum 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 dum. I wanna love you. Dum dum. And treat you right. I wanna love you. Dum 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 dum. Every day and every night we'll be together. Dum 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 dum. When the roof right overhead, we share the shelter. Dum 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 dum. France, Maghreb, Ingle Day, we share the same room. Dum 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 dum. Oh, child, provide the bread. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Merci beaucoup. Merci à toi, Casey. Merci beaucoup en tout cas On n'a d'être. pas envie que ça se termine. Bah non, on a envie que ça continue, hein, mais bon, toute bonne chose à une fin. Donc, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Casey? Oui, donc c'est Alors, Casey McQueen, K-E-2-S-Y, plus loin M-A-C, plus loin Q-U-E-E-N. Donc suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Très bien. Eh bien, on va te suivre sans plus tarder et on va se quitter en musique, Anna, avec Wonderful World. Voilà, c'est ça. C'est un clip. Hein, il y a disponible un clip sur toutes les plateformes légales de téléchargement comme Spotify, Amazon, Shazam, Deezer, iTunes. Qu'est-ce que je dis, Shazam? Je suis un peu. Oui, Shazam, c'est pour repérer l'artiste. Voilà, exactement. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, cher Casey. Tu ne manqueras pas de revenir nous faire un petit concert privé dans le studio. Il n'y a pas de problème. T'es le bienvenu, t'es chez toi, mon ami. Il n'y a pas de problème. En plus de ça, je serai moins malade. Oui, mais t'inquiète pas, tout va bien. Franchement, ça c'est même pas, hein, chère Anna, on n'a même pas entendu. Pas du tout. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, ça ma chère Anna. Ça fait un petit voix de fumeur un peu. Ouais, c'est ça, oui. Ben, c'est bon aussi, les petites voix fumeur, crooner et un tout. Un peu à la style, tu vois. I'm in love, love divine. Please forgive me now, I feel that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Céline Bory et avec Rudy Kazi. Alors, cette voix de Casey McQueen, pas mal, hein? Magnifique. Ouais. Quoi? C'est quoi ce ouais? Ouais. Non, mais d'accord, ok, non, mais dis-le si t'aimes pas, t'as le droit, hein. Non, ouais, ça va, il a une très belle voix. Non, il n'y a pas de souci. Bon. Je rappelle la question du jour, les amis, à propos de la crainte éventuelle de ce terrorisme. Pourquoi éventuel d'ailleurs? La crainte du terrorisme d'extrême droite, faisant référence à ce qui s'est passé hier soir en Allemagne. C'est passé à Hanau, à quelques kilomètres de Francfort. Quoi? Non, je disais que mon téléphone n'était pas un Huawei. Oui, super. Et bien entendu, vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. On recueillera vos avis, bien entendu, comme à chaque fois. Notre invité qui s'installe en plateau, ça fait bizarre de le voir ici. Hein. Alors qu'on l'a adulé, on l'a applaudi à l'époque. Vikash Dorasso, bonjour. Salut les amis, ça va? Comment ça va, Vikash? Salut Céline. Voilà. Céline Bory, Rudy Kazi. Voilà, je vous présente l'équipe. C'est parti, installez-vous tranquillement. On est en direct, Fais pas semblant nous ici, c'est parti. Jingle. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020. L'entretien d'admission. Alors, Vikash Dorasso, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Voilà, devant le micro, parfait. Vikash Dorasso, avant toute chose, juste pour refermer la parenthèse rapidement, je voulais simplement te dire merci en tant que supporter parisien que je suis, parce que tu m'as fait rêver, et notamment le soir de la finale face à l'OM. C'était magique ton but. Parce que Paris est magique, non? Bah voilà, non, mais on est d'accord. T'es toujours supporter parisien, rassure-moi. Bah c'est ma ville, c'est le club. En même temps, il est candidat, je crois qu'il a pas trop le choix, n'est-ce pas? Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis ça fait partie de la ville, voilà. Et toi, au moins, tu sais combien il y a de champions du monde au sein de l'équipe parisienne, contrairement à un autre candidat de Paris. Tu veux que je te dise combien il y en a? Toi, combien il y en a, dis-moi. Bah, moi, il y en a 2. En ce moment? Ouais. Il y a Kimpembe, il y a Mbappé. Et puis il y a Mbappé. Il y a Draxler. Il y a... Oui, oui, côté français, je parlais. Oui, non, bien sûr, t'as raison. Kimpembe et Mbappé. Ouais. Il y en a qui ont bugué là-dessus. Alors, Vikash Dorasso, fini le foot. On a refermé la parenthèse, le foot en tant que carrière professionnelle. Et maintenant, place à la politique. Et pour commencer, j'ai envie de dire que c'est du lourd, c'est Paris. Alors, dans une
dans une démarche un peu particulière. C'est vous êtes tête de liste d'abord dans le 18e à Paris, liste citoyenne qui a pour objectif de construire un binôme avec Daniel Simonet pour conduire la mairie de Paris. Vous êtes soutenu par la FI, c'est important de signaler. Pourquoi d'abord ce choix, Vicage Dorasso, de passer du foot à la politique, histoire qu'on comprenne un peu? J'ai vraiment pas l'impression de passer du foot à la politique. C'est un cheminement. Et puis c'est vraiment récemment mon regard sur ce qui m'arrive autour de moi, notamment face aux discriminations, aux inégalités, mes révoltes, qui sont les mêmes que quand j'étais jeune finalement. Moi qui suis issu de l'immigration et qui vient des classes populaires, qui vient d'un HLM et qui a pu subir des discriminations et les voir, et qui en grandissant, malgré son ascension sociale, continue à les voir. Et récemment, notamment vers les gamins, c'est ce qui m'importe aussi, on a sauvé un petit terrain de foot. Les gens, il y a un terrain de foot qui arrivait à un endroit, les gens voulaient le supprimer, et puis ce petit terrain de foot, bizarrement, avait ramené une autre population, des classes populaires, des petits noirs, des petits rebeux, et puis on voulait pas d'eux ici. On considérait qu'il y avait des sous-citoyens, et ces gens-là considéraient qu'ils pouvaient privatiser l'espace public et aussi décider de qui allait l'utiliser. Et nous, on s'est révoltés, on a combattu, on a affronté les riverains et le maire, et on a gagné. Ils ont fait signer une pétition à 1000 personnes, nous on a fait signer une pétition à 11 000, et on a conservé le terrain pour les gamins, on était super contents. Et à partir de là, les gens autour de moi m'ont dit: Vicage, voilà, parce que tu es un footballeur, parce que tu es connu, tu as pu médiatiser, tu as pu porter le combat, tu as pu affronter les gens, mobiliser les gens, tu as pu entraîner aussi ces gamins qui avaient tenté de leur côté de lancer une pétition, qui n'avait pas été reprise. Et tu peux faire peut-être plus. C'est pour ça que je me lance pour gagner la mairie du 18e arrondissement notamment. Et cette âme politique qui est en toi aujourd'hui, Vicage Dorasso, elle était présente depuis tout jeune? On est déjà à gauche, très à gauche, des convictions très claires, avec des valeurs qui viennent de mes origines modestes. Et donc, c'est très important. J'ai jamais oublié d'où je viens. C'est important. Je viens du système français, système social français très fort. Je viens des aides sociales, moi. Je viens des stades subventionnés. Je viens de l'école publique. Et aujourd'hui, j'ai envie de renvoyer l'ascenseur. J'oublie pas d'où je viens. C'est important. Je me bats contre la politique de Macron. Je me bats contre sa réforme des retraites, contre toute la casse du service public, l'hôpital, l'éducation. Ma sœur est enseignante. Elle sait qu'avec cette réforme, elle va être encore plus précaire qu'aujourd'hui. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'arriver évidemment à la mairie de Paris et de faire ce binôme avec Daniel Simonet. Comment ça, vraiment, dans la pratique, comment ça va se constituer? Ça sera pas un maire, ça sera un binôme. Oui, alors c'est possible. On peut à un moment donné switcher, changer. Et on passe devant le conseil. On demande à être validé. Le conseil de Paris valide ou pas. A priori, il validera, puisque si on est à la mairie, c'est qu'on a la majorité. Et donc, c'est largement faisable. Alors, un homme, une femme, ça, c'est joli. L'idée de tout ça, qui est un appel municipaliste, communaliste, qui vient de la commune de Paris, c'est de prendre le pouvoir légalement et d'immédiatement le redonner aux citoyens via des assemblées. Nous n'exerçons pas le pouvoir finalement. C'est tout le monde qui exerce le pouvoir. C'est moi ce qui m'intéresse. Alors il y a quand même quelque chose qui m'interpelle en tant que grand sportif que vous êtes. Si vous êtes élu, vous voulez faire annuler les Jeux Olympiques 2024. Oui. Expliquez-nous. Il y a comme comment dirais-je, comme quelque chose qui m'échappe. C'est pas parce que en fait le sportif que je suis, là, ça rentre plus en compte. Maintenant j'ai des. Qu'est-ce qui est gênant dans les Jeux Olympiques de Paris 2024? C'est pas la fête du sport, c'est la fête des multinationales, c'est la fête de la consommation, c'est la fête du tourisme évidemment. Et puis c'est pour vendre Paris à l'international, qu'il rayonne à l'international. Moi ce que je voudrais, c'est que déjà Paris rayonne pour les Parisiennes et les Parisiens. Et puis aussi il y a une catastrophe écologique qui a démarré, qui est catastrophique, qui va se lier à une catastrophe sociale évidemment, et que les JO 2024 vont accélérer. On va bétonner, on va construire, on va faire venir la publicité, on va faire venir des touristes, et donc moi je suis contre ça. Donc
évidemment, je suis contre, mais comme mais dans la pratique, ça paraît quand même compliqué de faire annuler des Jeux Olympiques 2024. Il y a des contrats de signés, il y a des engagements maintenant, Vicage Dorasso. Ça, c'est un truc qui ne rentre pas dans mes considérations. On ne peut pas changer les choses parce que c'est comme ça. Ça voudrait dire que je ne peux pas, moi non plus, m'engager en politique parce que c'est comme... Non, je crois qu'on peut changer les choses. D'ailleurs, je viens de gagner un petit terrain de foot pour les gamins, alors que c'était acté qu'ils allaient mettre des toboggans. Donc ça veut dire qu'on peut changer les choses. Et puis ça a été déjà fait. Il y a une volonté. Voilà, c'est ça. Il y a une volonté politique, oui, déjà. Il y a une volonté politique, on peut changer. Oui, c'est une question d'argent, là, j'imagine. Mais il y a aussi l'histoire qui est avec nous, puisque ça a déjà été fait en 1972 à Denver. Donc ils reçoivent les JO en 70. En 72, ils font un référendum parce qu'ils n'en voulaient pas. Et puis donc le référendum dit non aux JO à Denver et ils l'envoient ailleurs. Alors Vicage Dorasso, vous êtes tête de liste dans le 18e. C'est une liste citoyenne. C'est Décidons Paris. C'est un mouvement, c'est ça? Décidons Paris, c'est un mouvement? C'est un appel en fait au départ. Un appel citoyen. Un appel citoyen qui est aujourd'hui soutenu par la France Insoumise, aussi par Rêve, le parti d'Émeric Caron antispéciste. Ouais. Et puis PEPS c'est pour une écologie populaire et sociale, qui sont des dissidents d'Europe Écologie Les Verts, qui pensent que l'écologie doit être plus radicale et évidemment sociale. On a une tête de liste dans le 14e qui s'appelle Samia Semlali, qui est une Sea Shepherd, donc qui va sur les océans combattre les braconniers, ceux qui pillent les océans. Elle nous dit on n'a plus le temps. Aujourd'hui, la catastrophe est telle qu'il faut être radical, je sais pas trop comment on dit. Donc voilà, elle nous dit c'est pas des mesurettes aujourd'hui. Il y a plus de poissons dans les océans. Ça veut dire que s'il n'y a plus de poissons dans les océans, il n'y a plus d'oxygène. C'est le premier poumon de la planète. Et quand on voit comment ça s'appelle, Intermarché. Moi, Intermarché, par exemple, va s'installer en bas de chez moi. Ouais. Intermarché, c'est voum les océans. On pille les fonds marins et on tue la biodiversité des océans. Voilà ce qui nous attend. Vicage Dorasso, vous regardez, je suis sûr, d'un œil attentif ce qui se passe dans cette campagne de Paris. Vous suivez un petit peu les sondages. Vous les suivez quand même un petit peu. Oui, on les a vus. Vous êtes crédité combien? 7%, je crois. 7%, on a progressé sans me citer. Oui, sans vous citer. Je suis pas cité, moi. Villani, quasiment. Voilà, Villani, oui, un petit, oui. Il est entre 7 et 10%. Voilà. Alors, aujourd'hui, si... Ça veut dire que le progrès est énorme. Parce qu'on passe de 5 à 7, ça veut dire beaucoup de choses, sans jamais me citer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de sondage qui disent Vicage Dorasso, puisque moi je pars de zéro. J'estime que mes enfants, par exemple, vont voter pour moi. Oui. Donc, vous voyez, donc sur les sondés. Combien de votes? J'ai une fille, ma fille, elle aura 18 ans. Ont-ils le choix? Ce que je veux dire. Ont-ils le choix, Vicage Dorasso? Vraiment, elle m'a dit j'ai lu ton programme, il est formidable. Et ça concrétise ce qui se passe sur le terrain. Nous, Décidons Paris, nous sommes sur le terrain, moi dans le 18e, les autres dans d'autres arrondissements, et on voit bien que ça prend, parce que moi par exemple, et comme la plupart de nos candidats, nous sommes nouveaux en politique, nous n'avons jamais fait de la politique, nous ne sommes pas des professionnels qui faisons de la politique un métier pour avoir un salaire, pour servir les copains et les copains des copains. Et donc, ils ont envie de ça, les habitantes aujourd'hui. Ils ont envie de renouveau et de sincérité, d'honnêteté. Et je pense qu'on représente ça. Et voilà, on est hyper motivés et ils nous encouragent beaucoup. Quelle est la candidate, parce qu'on parle de trio de tête, selon vous, Vicage Dorasso, qui serait la plus dangereuse pour Paris, entre Agnès Buzyn, Rachida Dati et Anne Hidalgo? Aujourd'hui, pour moi, tout le monde est Macron compatible. Juste un exemple. Sauf Villani quand même, vu qu'il est dissident. Non, il a pas rompu. Et puis Villani, c'est peut-être un des pires. Villani, il a quand même. Alors déjà, c'est pas un nouveau candidat, mais vous n'avez pas dit ça. Mais beaucoup le présentent comme un nouveau candidat parce qu'il a fait des mathématiques, alors qu'en fait, il est déjà en exercice depuis un moment. Il a voté des lois contre lesquelles je me bats. La loi asile-immigration, le CETA. Donc c'est des lois de libre-échange avec le Canada, alors qu'on est en pleine crise écologique et il se dit écologique. Lui, il encourage la déforestation de l'Amazonie. Il a signé, CETA, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, puis le commerce, le fait de commercer en fait et de produire donc des bœufs très loin et de le faire venir ici, alors qu'on pourrait produire local et de recréer une économie vertueuse. Il a voté la loi pour baisser les APL. Il a pris la parole dernièrement en parlant du problème de l'école comme un problème d'immigration avec des enfants colorés et chamarrés. Donc il est pour la police municipale armée. Ça fait trop de choses pour moi pour me rapprocher de cet homme. Quelle sera votre première grande action si vous devenez maire du 18e arrondissement, Vicage Dorasso? Alors je casse le compte. La première grande action, je pense que c'est
cassé le contrat avec la Sogeres. La Sogeres, c'est une multinationale à qui le maire actuel, PS, a vendu les cantines, donc les repas de nos enfants à l'école. On mange, donc nos enfants, mes enfants, puisque mes filles ont grandi là, mangent de l'industriel, sous vide, sans vitamines. Les portions ne sont pas bonnes. Juste là, récemment, un vrai scandale avec la viande bio qui était allemande. La viande de bœuf qui était allemande et qui n'était pas bio alors qu'elle aurait dû être française en plus. Et lui, il vient de prolonger le contrat alors que les parents se mobilisent et veulent que leurs enfants mangent sainement, local et bio. Et lui, il a prolongé le contrat. Cantine bio pour vous, hein, cantine bio, bien entendu. Bio, local, et oui, ma mère était cantinière, vous savez, donc je me souviens quand les portes battantes entre la cuisine et le réfectoire bouger quand on savait qu'il se passait quelque chose là-bas, qu'il y avait vraiment des gens qui cuisinaient. Alors c'était pas forcément local, c'était pas forcément bio, c'était pas toujours super bon, mais au moins c'était là sur place, c'était vraiment la vie. En matière de logement, c'est un gros problème à Paris en général et le 18e n'y échappe pas. Vicage Dorasso, quelles sont vos grandes actions, votre plan Marshall pour lutter contre ce fléau? Avec les classes moyennes qui quittent Paris. Et en fait, le problème de la gentrification, est-ce que ça fait partie de votre programme en fait? C'est central. Il y a 110 000 personnes qui ont quitté sur les dernières années Paris parce que c'est trop cher, parce que le prix de l'immobilier est trop cher. Donc nous, on est pour déjà réquisitionner les logements vacants. Donc on les identifie, on les réquisitionne et on encadre les loyers à la baisse. Aujourd'hui, c'est encadré, mais là, il faut faire baisser le prix des loyers. Il y a aussi une mesure, ça c'est la compétence de l'État, mais on peut entamer le bras de fer et on peut redemander cette compétence. On peut faire pression et redemander cette compétence. On peut, ça c'est une compétence de la mairie. On peut, c'est le permis de louer, forcer les bailleurs sociaux à louer des appartements dignes, pas insalubres. Parce que quand on fait le porte-à-porte aujourd'hui, les gens nous disent regardez dans quoi on vit, regardez comme c'est sale, comme c'est mal, pas réparé, pas propre, et en plus c'est cher. Alors ça c'est pas le propre des bailleurs sociaux, il y a aussi des marchands de sommeil du privé. Bien sûr, évidemment, il y a tout un volet sur les marchands de sommeil, il y a tout un volet sur la propreté aussi évidemment, parce que ça ce sont des délégations de services publics, on peut le refaire, nous la mairie, et le faire bien, puisqu'évidemment quand on donne au privé, a priori, la carte d'intérêt, c'est faire du profit et pas de rendre la ville propre. Décidons Paris, hein, c'est cette liste que vous conduisez en tête de liste dans le 18e, Vicage Dorasso, ici présent sur France Maghreb 2. Il y a un autre sujet aussi qui intéresse visiblement, et d'après ce que l'on dit des sondages, les électeurs, c'est la sécurité. Et il y a quand même quelques problèmes dans le 18e. Il y a beaucoup de dealers, par exemple, dans certains quartiers du 18e, du crack. Comment vous allez justement lutter contre cette problématique qui, finalement, personne n'a réussi à résoudre ce problème depuis des années? On n'a fait que le déplacer, en fait. Voilà, donc il faut l'attaquer vraiment, mettre les moyens. Je veux dire, il y a eu 3 mandats pour la mairie actuelle, donc 2 fois Anne Hidalgo, première adjointe à l'urbanisme, puis aujourd'hui maire et qui se représente. Elle n'a rien fait. Donc c'est mettre les moyens, voilà. Donc il y a les moyens humains, les moyens financiers. Je prends l'exemple de Chicago à chaque fois. La maire actuelle, qui est une femme noire, lesbienne, j'aime bien le souligner aussi, a fait baisser la criminalité, l'insécurité, sans jamais faire appel à la police. Juste en ciblant les problèmes. Et parfois, les problèmes sont d'ordre d'urbanisme, de santé. Ça peut être de l'ennui, ça peut être du chômage, ça peut être plein de choses. Il faut les identifier et les attaquer avec les moyens. Et c'est largement faisable. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait ailleurs et pas dans le 18e. Il suffit vraiment d'y mettre le paquet. Moi, je crois beaucoup à l'entraide. Je crois beaucoup à refaire les choses ensemble, mettre des bancs publics, mettre des gardiens d'immeubles. Les gardiens d'immeubles, quand on fait le porte-à-porte, il nous dit il n'y a plus de gardiens d'immeubles. On ne connaît plus nos voisins. L'autre fois, il y a une dame qui nous a dit mais moi, je suis là depuis 30 ans. Avant, je connaissais tout le monde. Je me sentais bien. Aujourd'hui, on s'enferme chacun. C'est la société qu'on a créée qui est dangereuse. Rudy Kazi, question à Vicage Dorasso. Ouais, donc première question par rapport à la pauvreté à Paris qui est un fléau grandissant. On le voit de plus en plus d'ailleurs, en plus pour parler du 18e que je connais bien aussi, sur la ligne 12. À partir de Jules Geoffrin jusqu'à Porte de la Chapelle, beaucoup de sans-abri sur les quais, etc., qui font une mendicité des fois un peu agressive parfois quand ils sont, pour certains, en manque de crack. Quelles sont tes mesures, enfin ce que tu prévois en la matière? Et deuxième question, moi j'ai déjà répondu sur celle-ci parce que l'autre elle est un peu plus politique. Ça va tout est politique. Hein, j'estime que vraiment on fait tout de la politique. La mairie de Paris, c'est 9 milliards de budget. Les Jeux Olympiques, c'est 25 millions à peu près, entre 20 et 25 millions. Juste la candidature, vous voyez.
ça veut dire que l'argent, il y en a. Ça veut dire faire des choses, c'est possible. On peut faire des centres d'hébergement pour les SDF, les reloger dignement, pour qu'ils s'insèrent dans la société, qu'ils retrouvent du boulot, etc., qu'ils retrouvent confiance. Mais il faut l'attaquer frontalement. Je veux dire, quand je marche, je croise des gens dans la rue. C'est digne d'une ville qui a 9 milliards de budget? Je ne pense pas. Donc c'est possible de le faire. C'est possible aussi de régler le problème du crack en faisant des centres d'hébergement, des centres d'accueil aussi, des salles de shoot, etc. La salle de shoot, toi, c'est une solution pour toi? Bah évidemment. Parce qu'apparemment, ça a aussi augmenté un peu la criminalité, les dealers qui zonent autour des salles de shoot. On a mélangé au même endroit, on a mis les migrants et les dealers de crack et les crackers au même endroit. Ce qui fait que des migrants qui n'étaient pas forcément toxicomanes le sont devenus de fait par la misère dans laquelle ils vivent. Et sinon, j'ai une autre question plus politique. Voilà, on a parlé des sondages tout à l'heure. Est-ce que tu penses que tu as des chances de gagner réellement Paris, sachant que c'est une ville effectivement qui est l'objet effectivement d'un combat plutôt entre En Marche, le PS et la droite, les Républicains. PS droite parce qu'En Marche c'est un peu en retrait. Ouais, voilà, effectivement, c'est le cas de le dire, quoi. On va voir ce qu'Agnès Buzyn est capable d'imprimer dans cette nouvelle campagne pour elle. Mais voilà, quelles sont tes chances à toi? Est-ce que Paris, ça se gagne pas au niveau des grands partis, tu vois? Alors, je démarre pas un match de foot en me disant que je vais perdre. Ça m'est jamais arrivé. Alors, enfin une comparaison avec le foot. Enfin. Ouais, je peux en faire plein. Hein. Je veux dire, par exemple, l'appel municipaliste. Moi, je suis un joueur de foot qui fait la passe à l'autre. On fait des passes, on joue ensemble. Et là, on fait un truc. C'est collectif. Voilà, moi, j'imagine pas. Même Messi, le meilleur joueur du monde, il a besoin de ses potes pour. J'aime bien que tu dises Messi, meilleur joueur du monde. Tu portais aussi le numéro 10. Moi, je préfère Maradona, mais parce qu'il a jamais oublié d'où il venait, lui. Donc, il a toujours été proche du peuple. Mais par rapport à ce que tu disais, oui, évidemment, j'y vais pour gagner. Et gagner, je sais pas ce que ça sera. Ce sera de toute façon, ce qui va nous arriver est fabuleux. Et moi, ce qui va m'arriver est fabuleux. Je pars de zéro. Après, je veux être maire du 18e. Vous allez être maire du 18e, ça vous l'avez déclaré déjà. Ouais, je veux être maire. Je veux défier les mathématiques. Ouais. Je veux défier aussi ces gros organismes politiques qui font de la politique politicienne. En fait, on va s'arranger entre nous. On va s'allier, on va faire des tac, et hop, on est maire sans conviction. Sans conviction, donc juste pas pour de avoir rapprochement ou de second tour éventuellement avec le PS dans le 18e. On est en train d'en discuter, ça va être sur la table. Évidemment, ça va se. Quand même. Bien évidemment, ça va être un vrai sujet le soir du premier tour. On n'a pas pris de décision. Il y aura une décision collective. Et on va inciter tous les arrondissements à suivre les directives. La ligne directrice. Voilà. Bon. Et parmi les gens qui vous suivent dans la liste citoyenne, PEPS, peut-être qu'il n'y a pas d'acquaintance avec le Parti socialiste du 18e. Pour l'instant, vraiment, on estime que nous sommes de gauche, parce que nous ne sommes pas que des gens qui disons nous sommes de gauche, on le fait. On s'intéresse aux classes populaires, vraiment. Parce que une autre référence au football, j'aime bien la citer, c'est Jean-Michel Aulas qui disait toujours avant les grands matchs, notamment, il disait la force de la chaîne, c'est la force du maillon faible. Si le maillon faible pète, la chaîne elle pète. Et ben on en est à ce moment-là. Si on s'intéresse pas aux plus précaires, aux plus fragiles, et ben ça va péter. Céline Bourrier. Moi j'ai une question donc justement sur cet arrondissement populaire qui est le 18e, comme d'autres. On a vu une recrudescence des rixes entre jeunes dans Paris. On a encore eu malheureusement il y a quelques jours à Belleville la mort d'un jeune de 14 ans. Comment toi par rapport à cette jeunesse, comment tu comptes attaquer ce problème? Déjà, est-ce que ça fait partie aussi du programme? Très bonne question. Alors ça arrive trop souvent. Ça arrive pas si souvent que ça, mais quand ça arrive, c'est forcément très grave. Surtout l'été. Il faut. Moi, ma fille, qu'est-ce qu'elle veut? Elle aura 18 ans, elle va voter. Elle veut juste des endroits pour être peinard avec ses potes, quoi. Des endroits libres d'accès où ils vont se sentir bien. Et il faut tout miser sur l'éducation, la culture, le sport. Il faut ouvrir les stades, ouvrir les gymnases, faire venir la culture, mélanger avec l'école, faire en sorte qu'ils se sentent bien et se sentent aimés et pas exclus. Quand on est un jeune de quartier aujourd'hui, j'étais à une conférence autrefois sur la discrimination. Les gamins, ils sortent de chez eux, ils ont peur de la police. Ils se sentent pas sereins dans l'espace public. Il faut rendre cet espace public serein pour les femmes aussi. Il y a un vrai problème pour les femmes, pour être tranquille dans l'espace public. Et ça, c'est une volonté de nouveau. C'est comment réinventer l'espace public pour que se sente. Oui, mais pour les RICS, concrètement pour les RICS, parce que ça, voilà, c'est ça. Concrètement, c'est rouvrir des espaces de dialogue, des MJC, des espaces de rencontre, etc. Je viens de ça. Donc nous, c'est redonner tous les moyens aux associations. Parce que faut leur donner réellement les moyens de police de proximité, par exemple. Moi, je suis contre la police municipale. J'y crois pas. Alors,
plutôt que de créer cette police municipale, prenons l'argent, faisons quelque chose avec. Non, c'est avec la police nationale qu'il faut faire. Déjà, il y a des commissariats qui ont été fermés. Ouais. Il faut former les policiers. Aujourd'hui, j'ai un ami qui s'est fait contrôler par la police. Il se promenait dans la rue, mais pourquoi pas un contrôle? Allez, mais pourquoi un contrôle dangereux, méchant, violent? Moi, le premier rapport que j'ai eu à la police, c'est un contrôle de police. Quand on habite dans les beaux quartiers, la police, quand on la voit, on est tranquille, on est content. Nous, quand on la voit, on n'est pas serein. Moi, la police, elle doit me rassurer, elle doit pas m'inquiéter. Alors, ça passe très très vite, Vicage de Rasso, ça pourrait durer des heures évidemment. Mais la dernière minute, c'est aux électeurs du 18e qu'elle s'adresse, et aussi à Paris bien entendu, pour nous dire pourquoi le 15 mars, il faut voter Vicage de Rasso dans le 18e, et voter aussi pour Paris et tous ces arrondissements pour la liste Décidons Paris. C'est à vous de jouer, Vicage. Parce que je suis Vicage de Rasso, je suis un ancien joueur de football qui a joué au Paris Saint-Germain, qui a gagné avec le Paris Saint-Germain, qui est issu de l'immigration et qui vient des classes populaires et qui pourtant, malgré son ascension sociale, se bat pour les discriminés, les inégalités. Et puis voilà, moi je suis révolté par tout ce qui se passe devant moi. Les gens de ma liste sont révoltés aussi, et ensemble avec Décidons Paris, nous ce qu'on veut, c'est par exemple dans le 18e, reconstruire les cantines dans les écoles, c'est offrir un parc au 18e arrondissement. Dans le 16, ils ont le Bois de Boulogne. Dans le 17e, ils ont le parc des Batignolles. Nous, on n'a rien du tout. J'étais dans le 5e récemment. Je me suis baladé dans le jardin des plantes. Qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable. Transport gratuit pour tout le monde. On a le droit de se promener. Et puis, plein de bancs publics, plein de fontaines, plein de petits lieux de sport pour qu'on puisse se retrouver et puis passer du bon temps ensemble. Décidons Paris. Merci, Vicage de Rasso. Juste pour finir, t'as un petit pronostic là pour le match retour? Franchement, si là ils passent pas, là ils déconnent. Hein. Ils ont un but à marquer, ils ont pas été géniaux. Neymar sera en forme. Mais t'es d'accord avec la préparation du match? Tu peux pas préserver Neymar pendant 4 matchs? Comment il va arriver en forme? C'est surtout la tactique, moi. Avoir fait toutes ces 4 mois là avec 4 attaquants et finalement de sortir et de changer de compétition. Ils vont le faire, Vicage, ils vont le faire. Cette fois, s'ils le font pas, c'est à vie qu'ils le feront pas. Par contre, s'ils passent, je suis sûr qu'ils peuvent la gagner. Ah oui, d'accord, retenez bien. Merci, Vicage de Rasso, d'être venu sur France Maghreb 2, ce fut un plaisir. Et bon courage et bonne chance pour cette première en politique. Peut-être à la mairie du 18e pour toi. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Quelle belle rencontre en tout cas, Vicage de Rasso. Bon courage et bonne chance. Vicage, demain à cette même place, Marcel Campion pour Libérons Paris qui sera avec nous demain sur France Maghreb 2 pour les municipales. À Paris, la semaine prochaine, on sera du côté de Bondy, de Champigny-sur-Marne, de Bonneuil. Oui, de Bonneuil, c'est ça. 9-4 en force, alors, du coup. 9-4 en force, ouais, visiblement. Ouais. De Bondy, 93. Ouais, c'est voilà. Vrai. Voilà. Donc, restez avec nous. Clichy, la Garenne aussi, je crois, dans le 92, vendredi prochain. Bref. Voilà, il y a du lourd, évidemment, sur France Maghreb 2. Pour vous dire, le programme est quasiment complet, là. Ça y est. On fera un petit tour par Marseille aussi, parce qu'il y a un candidat FI du 13e et 14e qui sera avec nous le 3 mars. Bon, et je rappelle que la dernière semaine de la campagne sera consacrée à nos chroniqueurs qui sont candidats. Il y en a 5, donc ils passeront tous les 5 durant la dernière semaine de la campagne électorale. On y va, Rudy? Ça va? Ça fait quoi de voir Vicage de Rasso? Non, c'était cool. Par contre, t'as déconné. Sûr. Sur le fait du but contre Marseille, tu lui dis t'es du pied gauche, il t'a dit non, c'est du droit. T'as mal regardé, je m'en rappelais plus. Ah ouais, non mais là. Le quiz. Il n'y a pas un beau pied gauche. Ah ouais? C'est parce qu'il est parti que tu dis ça. Ouais. Ah merde, justement, il est là, il avait oublié un truc. Hop là. Rudy, t'as dit quoi là? Vas-y, j'assume. Bon, alors le quiz des amis. Hier, belle victoire de Soraya Rachidi qui a rétamé le Philippe Bouriaki. Alors on y va, Céline est toujours efficace aussi dans le quiz, attention. Espérons que ça va être encore le cas ce soir. Quel chef de parti, et c'est ma première question, quel chef de parti demande à Macron de convoquer
Ah mais il est trop vif. Là, il m'a fait une abdestamitache là. De ouf. Olivier Faure, alors pourquoi? Parce que Castaner, il a eu effectivement des propos sur France Inter où il parle des divorces d'Olivier Faure. De la vie privée d'Olivier Faure. Faure. Les divorces, alors que ce sont des grands amis qui ont fait chambre commune quand ils sont arrivés sur Paris dans la jeunesse regardienne, voilà. Bon, en tout cas, première bonne réponse signée Rudy Kazi, et il envisage aussi de porter plainte, Olivier Faure. Ouais. Tout dépend des suites si Macron ne fait rien. Selon un sondage, quel candidat arriverait en tête au premier tour à Paris? Dati, il l'a dit en premier. Ah oui. Ouais, on est d'accord, c'est lui. Il sourit. Il rigole et il se moque de moi. Non. 2-0. Non, il était avant moi, pas de souci. Une Britannique joue d'un instrument de musique pendant son opération d'une tumeur au cerveau. De quel instrument s'agit-il? Violon. Oui. Ouais, joli. Du violon. Eh mais c'est vrai, les images sont là. Elle joue du violon, elle est en train de se faire opérer tranquillou, au calme. Eh ben. Pas mal, 3-0. Il est là, le Rudy, il est chaud. Il est super. Procès super du chaud. couple Fillon. Combien va demander? 1 million. Combien va demander d'intérêt à l'Assemblée nationale? 1 million. C'est vrai. 1 million. Incroyable. Je l'ai entendu, mais je l'ai oublié. 3-1. Ça ne suffira malheureusement pas, mais quand même, la dernière question, juste pour la route quand même. Quel ministre déclare: séparatisme islamiste, c'est une réalité dans un certain nombre depuis un certain nombre d'années, pardon. Non. Il m'arrive même d'aller dans certaines villes et ça se voit. Qui a pu dire ça? Un ministre. Darmanin? Non. Blanquer? Blanquer est une très très bonne réponse. Jean-Michel Blanquer, ça se voit quand il se balade, etc. Victoire de Rudy Kazi. Bravo Rudy. 3-2. Beau match. Il est trop rapide pour moi. Bon, arrête, Céline, je t'ai connu plus en forme quand même. Ouais. Qu'est-ce mais qui t'as se vu, passe? j'ai pas bu assez de café en fait. Arrête, mamie, ça, c'est pour vous, ça. J'aurais dû. Voilà, merci. C'est de ma faute, je l'avais à la dit Nespresso. pour éviter Je rappelle, parce que d'arriver à cran. Non, mais je peux le dire tranquillement. J'avais demandé officiellement et en direct à l'antenne avant les vacances de Noël ou de fin d'année une machine à café. J'attends toujours, on me l'avait promis. Mais ouais, faut bichonner un peu ses chroniqueurs et son animateur. Absolument, oui. Et tu parles de qui en particulier là? Je parle de moi, des noms. Je parle de moi. Crache des blagues. Voilà. On a des pauvres petits gâteaux là pour se consoler, mais pas de café, ça va pas. Voilà. Merci ma Céline, merci mon Rudy. Merci à toi. Christophe. Rendez-vous demain les amis pour la dernière de la semaine avec Tarek Mami, avec Abdeslamitache et Marcel Campion pour Libérons Paris. Le roi des forains. Le roi des forains. Je savais pas, il s'est fait jarter de la place Concorde avec sa grande roue. Ah ouais. Et le marché de Noël aussi. Et la fête à Neuneu, c'est lui. Ouais, c'était lui. Incroyable. La foire du trône, c'est lui. Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, c'est son réseau. La foire du trône, c'est lui. C'est lui. Mais de toute façon, c'est lui qui a les réseaux des forains. Absolument. Bon. Merci à tous. Bonne soirée. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2. DJ Nabil sera là dans un instant pour la suite de la musique et de la bonne humeur garantie, de la bonne musique en tous les cas. Il est pile 18h et vous êtes bien sur France Maghreb 2, le point de l'actualité en ce jeudi soir avec Sophie Tarence pour le journal. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'ombre de l'extrême droite sur l'Allemagne. Une nouvelle attaque xénophobe a fait 9 morts dans l'Ouest. L'assaillant était proche des mouvances néo-nazis. La réforme des retraites et encore du monde dans la rue aujourd'hui. Paris, Marseille, Toulouse. Alors que le débat à l'Assemblée est de plus en plus toxique. Et puis, le rugby. On vous en dit plus sur la liste de Fabien Galtier en fin de journal, avant le déplacement à Cardiff samedi. Mais d'abord, direction le village de Branville en Normandie. C'est là qu'une nouvelle salve de Français seront placés en quarantaine sur les 15 prochains jours. Des Français rapatriés entre aujourd'hui et demain de Chine, dans la zone la plus touchée par l'épidémie de coronavirus. Ils doivent être accueillis dans un village Pierre et Vacances. Une équipe médicale de 13 personnes les attend, ainsi qu'une vingtaine de militaires. Les commerçants de Branville ne sont pas trop inquiets, à l'image de Sylvain Martin. Il est responsable de l'agence de matériaux de construction à 2 pas du village Vacances. Personnellement, je ne suis pas inquiet, non. Voilà, on fait confiance aux services publics, au gouvernement. Pour le moment, notre quotidien reste le même. Voilà, je sais que les gens ne sont pas malades, c'est simplement une mise en quarantaine par précaution. Je pense qu'il y aura peut-être soit de la présence policière ou voilà des barrages de route, je sais pas. On n'a aucune information, donc je saurais pas quoi vous dire.
n'y a pas besoin de s'inquiéter pour le moment. Donc on reste serein et calme pour pouvoir faire notre travail de tous les jours sans problème particulier. Propos recueillis par Johanna Cincinnatis. Les rapatriés ne présentent aucun symptôme, mais seront confinés pendant 14 jours et testés 2 fois par jour pour s'assurer de l'absence de menaces. En Chine, on recense plus de 2100 morts de l'épidémie. Une épidémie qui donne des sueurs froides aux compagnies aériennes. Le manque à gagner à cause des restrictions liées au coronavirus pourrait atteindre 27,8 milliards de dollars. Annonce ce soir de l'Association internationale de transport aérien. En cause, les liaisons interrompues entre la Chine et de nombreux pays. Air France et Hop sous le coup d'une grève du personnel navigant demain et samedi. Selon la direction des 2 compagnies, l'intégralité des vols seront maintenus. Les salariés protestent contre un vaste plan de départ. L'Allemagne sous le choc après cette double fusillade. Un homme a ouvert le feu devant 2 bars à chicha de la ville d'Hanau, dans l'ouest du pays. C'est à quelques kilomètres de Francfort. Il a été retrouvé sans vie à son domicile. Ensuite, le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Selon plusieurs médias, le suspect aurait laissé une lettre et une vidéo dans lesquelles il se revendique d'extrême droite et appelle à un nettoyage ethnique de l'Allemagne. Un fléau qui inquiète sérieusement les autorités, Clémence Lebary. Oui, selon une note des renseignements, le terrorisme néo-nazi est désormais une menace plus sérieuse que le terrorisme islamiste. La vigilance est maximale après le meurtre en juin dernier de Walter Lübcke, un élu pro-migrant de la CDU, le parti d'Angela Merkel. Il y a aussi cette tentative d'attaque d'une synagogue en octobre dernier. Dans une vidéo diffusée en ligne, l'assaillant avait appelé à tuer autant d'anti-blancs possible, de préférence des juifs. Enfin, le démantèlement vendredi dernier d'un réseau néo-nazi qui planifiait une attaque d'ampleur contre des mosquées dans tout le pays. De quoi raviver le spectre de l'extrême droite dans une Allemagne encore traumatisée par les crimes nazis. Et aujourd'hui, les autorités allemandes recensent près de 13 000 extrémistes de droite dangereux. Emmanuel Macron, lui aussi, a réagi et a fait part de son immense tristesse. Le président qui est en déplacement à Bruxelles, loin du chahut de l'Assemblée nationale et qui a des airs de cours d'école. Les députés s'arrachent les cheveux sur la réforme des retraites et ses 40 000 amendements déposés par l'opposition. À ce rythme, il faudra 150 jours pour en venir à bout, a annoncé le président de l'hémicycle, Richard Ferrand, alors que plusieurs milliers de personnes ont marché dans les grandes villes de France. En tennis, Roger Federer finalement forfait pour Roland Garros. Le Suisse de 38 ans a annoncé avoir subi une opération du genou droit hier. Le numéro 3 mondial, recordman des victoires en Grand Chelem, espère revenir au mois de juin pour la saison sur herbe. Les remplaçants doivent apporter plus. C'est en substance le discours du sélectionneur du 15 de France. Fabien Galtier a dévoilé sa composition d'équipe pour le match de samedi au Pays de Galles. Un seul changement, Vakatawa revient au centre et pousse Ficou à l'aile. Ça change en revanche sur le banc avec des finisseurs, comme les appelle le sélectionneur. Pour certains, jeunes et inexpérimentés. Mais pour Galtier aussi, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est toujours une prise de risque de choisir une composition d'équipe et de faire des choix. C'est bien évidemment un joueur qui a 60 sélections et qui a 30 ans n'est pas certain de faire un bon match. Et un joueur qui a 20 ans et qui débute peut faire un bon match. Il n'y a pas de vérité, même si on se prépare à tous les scénarios. Même si on se prépare de la manière la plus précise possible, il y a toujours un imprévu. On a essayé de constituer, une fois de plus, une équipe de finisseurs la plus homogène possible et surtout qui répondent à ce qu'on attend. Pour le moment, c'est un point d'amélioration. À noter que le pilier toulonnais Jean-Baptiste Gros sera sur le banc samedi à Cardiff, un novice en équipe de France. Voilà pour l'actualité. Belle fin de journée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.